À la baby shower, ma belle-fille m'a dit, « Tu n'es pas la bienvenue ici. » Je lui ai tendu le cadeau. Je ne sais pas ce qui l'a le plus touché, ces mots, ou le fait qu'elle les ait prononcés assez fort pour que tout le monde les entende. La musique ne s'est pas arrêtée, mais l'air a changé. Cette tension épaisse et silencieuse qui s'accroche au coin d'une pièce et annonce à chacun qu'il vient de se passer quelque chose de moche. Je me tenais là, juste à côté de la table remplie de cupcakes pastel et de biscuits en forme de couche, tenant le petit sac blanc à 2 mains. Je l'avais choisi moi-même, des chaussons pour bébé et une couverture toute douce au crochet que j'avais passé 2 mois à tricoter, point par point, à la lueur de la lampe du soir. Mais rien de tout cela ne comptait pour elle. Pas aujourd'hui. La voix d'Amanda, tranchante comme du verre, trancha le bavardage. Je vous avais dit que c'était pour la famille et les amis proches, Madame Gaine. Madame Gaine. Pas maman. Pas maman. Même pas maman. Je la regardais. Son ventre se courbait doucement sous une robe à fleurs roses. Ses lèvres étaient peintes, ses cheveux coiffés en un chignon bas et élégant. Elle avait l'air d'une future maman radieuse et parfaite. Jusqu'à ce qu'on l'entende parler. J'ai apporté un cadeau, dis-je doucement en lui tendant le sac. Ses yeux ne le regardèrent même pas. Elle croisa les bras, se tenant devant la table des desserts comme une sentinelle. Je ne veux pas de drame à ma fête prénatale, dit-elle. S'il vous plaît, partez avant que les gens ne s'en aperçoivent. Je pense qu'il l'avait déjà remarqué. Les gens s'agitèrent sur leur siège. Une de ses sœurs de sororité toussa dans son verre. Une autre jeune femme fit semblant de consulter son téléphone. Personne ne me regarda. Et cela me dit tout. Je posai le cadeau sur la table, à côté du bol de punch. Mes mains tremblaient légèrement, mais ma voix, Dieu merci, resta calme. Je ne suis pas là pour faire une scène, dis-je, sans la quitter des yeux. Je voulais juste te souhaiter bonne chance. Avant de continuer, commentez d'où vous regardez et abonnez-vous. On adore voir le chemin parcouru par ces histoires. Amanda semblait avoir ravalé son amertume. Tu en as déjà assez fait. Derrière elle, mon fils David est enfin apparu. Je ne sais pas où il se cachait, mais il est sorti juste au moment où le silence commençait à devenir insupportable. Maman, dit-il en s'avançant. Amanda et moi, on veut juste que cette journée se passe bien. Je le regardais, mon fils unique, le garçon que j'ai élevé seul après la mort de son père dans un accident de voiture alors qu'il n'avait que 6 ans. J'embrassais son front tous les soirs et je priais dessus. Maintenant, il ne pouvait plus me regarder dans les yeux. Je comprends, dis-je. Et c'est ce que je compris. J'ai compris bien plus qu'il ne le pensait. Félicitations, ajoutai-je doucement, puis je me retournai et me dirigeai vers la sortie. Chaque pas me semblait comme une marche dans l'eau épaisse, lourde, posée. En arrivant à la porte, Amanda s'écria. « S'il te plaît, ne ramène pas tout ça à toi. » Je m'arrêtai. Pas me retourner. Juste m'arrêter. J'ai laissé ces mots reposer un instant, laissant sa propre voix lui résonner. Puis je sortis. Je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas pleuré. Pas avant d'être dans ma voiture, portière fermée, serrant le volant comme si c'était la seule chose solide qui me restait au monde. Parce que ce qu'Amanda ignorait, ce que David semblait avoir oublié, c'est que ce bébé qu'elle portait était toujours mon petit enfant. Et je ne me laisserai pas effacer aussi facilement. Plus jamais. Je suis restée assise dans la voiture pendant près de 20 minutes après avoir quitté cette baby shower, à regarder le ciel s'assombrir sur le parking de l'église. La chaleur estivale s'était adoucie, les ombres s'allongeant sur le trottoir, s'étirant comme des doigts vers les portes du sanctuaire. Derrière moi, des rires s'échappaient encore faiblement par les fenêtres ouvertes de la salle paroissiale. Le tintement des verres, l'éclatement des ballons, les échos ténus d'une playlist trop joyeuse pour ce qui venait de se passer. J'ai laissé tourner la voiture, non pas pour la clim, mais pour l'illusion que je pourrais encore partir sans pleurer. Mais bien sûr, je l'ai fait. Pas des pleurs bruyants et sanglotants. Pas le genre de pleurs dont parlent les romans. C'étaient des pleurs plus discrets, lents. Ceux où les larmes coulent sur votre visage avant même de vous en rendre compte, et où votre corps est lourd. Ni triste. Ni en colère. Juste, lourd. J'ai baissé les yeux vers la petite couverture pour bébé crocheté qui reposait encore sur le siège passager. De la laine rose et blanche, douce comme un nuage. Je l'avais glissée dans un deuxième sac cadeau que je n'ai jamais eu l'occasion de lui donner. J'ai fait 2 versions, une pour la douche, une pour l'hôpital. Parce qu'au fond de moi, je pensais qu'Amanda finirait par changer d'avis. Je pensais que le bébé l'attendrirait.
Je pensais que David, mon fils, finirait par se souvenir de qui l'avait élevé. De ce à quoi nous avions survécu. De ce que nous avions perdu. Je me trompais. David n'a pas toujours été comme ça. Il m'appelait tous les dimanches, même lorsqu'il a déménagé pour l'université. Je me souviens de la première fois où il a ramené Amanda à la maison. Elle était tout sourire, toute polie. Elle portait une robe bleu marine et m'aidait à débarrasser après le dîner. Je me souviens avoir pensé, oh, tant mieux. Il a trouvé quelqu'un de gentil. Mais les choses ont vite commencé à changer. Lors de ma deuxième visite, elle m'a corrigé quand je lui ai raconté une anecdote sur l'enfance de David. En fait, il a dit que c'était comme ça, avait-elle dit en riant légèrement, mais quelque chose dans sa voix m'a déstabilisée. À Thanksgiving cette année-là, elle m'a dit qu'elle était allergique à la sauge et qu'elle ne pouvait pas manger ma farce. Puis elle a jeté un regard à David quand je lui ai proposé de faire une deuxième version sans. Quand ils se sont fiancés, je l'ai clairement vu, une distanciation subtile, soignée, intentionnelle. La façon dont elle a pris le contrôle de la liste des invités de leur mariage. La façon dont David a commencé à envoyer de courts textos au lieu de téléphoner. Comment mon intervention, une fois sollicitée, est peu à peu devenue facultative, puis gênante, puis importune. Et pourtant, je n'ai rien dit. Parce que c'est ce qu'on nous dit de faire, n'est-ce pas? Mère de fils. Soyez douce. N'en faites pas trop. Ne vous mêlez pas de leurs affaires. Ne vous en mêlez pas. Ne vous concentrez pas sur vous. Je n'arrêtais pas de me répéter, sois patiente. Ce n'est qu'une phase. Tu feras partie de leur vie. Attends juste le bébé. Cela nous rapprochera tous. J'ai crocheté cette couverture pendant ces heures tranquilles entre le dîner et le coucher, fredonnant dans la douce lumière de la lampe. Je m'imaginais tenir ma petite fille dans mes bras. Lui apprendre à lire. Préparer des biscuits ensemble. Regarder David devenir père, une chose qu'il m'avait dit un jour craindre de ne jamais réussir sans son propre père. Mais alors que j'étais assise dans cette voiture, la couverture intacte à côté de moi, la réalité s'imposait. Amanda ne voulait pas de moi dans la vie de cet enfant. Et David, Dieu lui vienne en aide, l'a laissé décider. Je rentrais lentement chez moi, les routes légèrement brouillées par le brouillard qui subsistait dans mes yeux. Chaque intersection, chaque panneau stop, chaque recoin tranquille de notre quartier me rappelait une autre vie. Celle que j'avais passée à construire tout ce que David voulait maintenant oublier. La maison était particulièrement calme lorsque j'y suis entrée. Le genre de calme qui n'est pas paisible. Celui qui vous permet d'entendre tout ce que votre cœur essaie de vous dire, mais que vous êtes trop fatigué pour écouter. J'ai posé la couverture intacte sur la table à manger. La même table où j'avais autrefois fêté la remise des diplômes de David. Où nous avions soufflé les bougies d'anniversaire et pleuré la mort de son père. Là où j'étais assise seule ce premier Noël, il n'est pas rentré. J'ai regardé le calendrier mural fait main. Un de ces calendriers d'une collecte de fonds pour l'église. La date d'accouchement d'Amanda était entourée de rouge. Le 12 août. Moins d'un mois plus tard. J'ai pris le marqueur et j'ai tracé un deuxième cercle autour de la même date. Puis j'ai dessiné une petite étoile à côté. Non pas parce que j'étais invitée. Mais parce que j'avais besoin de me souvenir. Ce bébé était toujours le mien. Peut-être pas selon les règles d'Amanda. Mais par amour. Par le sang. Par le sacrifice. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. J'ai fait du thé. J'ai traversé le couloir. J'ai pensé à appeler David, puis je me suis ravisée. Il ne répondrait pas. Et même s'il le faisait, les mots seraient restés quelque part entre excuses et déviations, comme toujours. Mais vers 2h30 du matin, quelque chose en moi a craqué. Pas de colère. De lucidité. J'ai réalisé que j'avais passé ces dernières années à me rapetisser pour entrer dans un espace dont Amanda m'avait déjà exclu. J'avais marché sur la pointe des pieds, j'avais hésité, je m'étais faite plus petite, plus silencieuse, plus polie. Et qu'est-ce que cela m'a apporté? Un moment lors d'une baby shower où je me suis retrouvée telle une étrangère à la table de ma propre famille. Plus maintenant. Le lendemain matin, j'ai sorti un carnet et j'ai commencé à écrire. Pas une lettre. Pas un message. Une liste. Ce dont je ne m'excuserai plus. Aimer mon fils même s'il est trop aveugle pour le voir. Vouloir faire partie de la vie de mon petit enfant. Dire la vérité, même si c'est inconfortable. M'accorder de la place, même quand les autres ne le font pas. Me souvenir de qui j'étais avant qu'on ne me fasse douter de moi. À la fin de la page, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. La force. Pas d'amertume.
Pas de vengeance. Juste une force tranquille, constante et honnête. J'ai regardé la couverture de bébé encore posée sur la table et j'ai alors décidé, j'en finirai la deuxième. Celle de l'hôpital. Que Amanda le veuille ou non. Parce que cet enfant viendrait au monde avec quelque chose de moi. Quelque chose de doux. Quelque chose de sacré. Quelque chose qui porterait l'amour dans chaque fil. On pourrait m'exclure d'une douche. Mais je ne serais pas effacée. Pas de cette famille. Et certainement pas de cette histoire. Les semaines suivantes se sont déroulées tranquillement, mais non sans incident. Je n'ai pas eu de nouvelles de David. Pas même un texto. Pas même un « juste pour prendre de mes nouvelles ». Et je savais qu'il valait mieux ne pas s'attendre à ce qu'Amanda me contacte. Elle avait clairement établi sa limite. Je n'étais pas la bienvenue. Mais ce qui m'a le plus frappé, ce n'était pas le silence, mais son côté familier. J'avais déjà vécu dans ce silence. Quand David était adolescent, il y a eu une période de notre vie où nous nous sommes à peine parlé. C'était juste après la mort de son père. Il avait 16 ans. Grand, calme, en colère. Je frappais à sa porte juste pour lui rappeler que le dîner était prêt, et il grommelait une réponse sans quitter l'écran des yeux. Il blâmait le monde pour tout. Le cancer. Les dettes. Le fait que j'ai dû prendre un travail de nuit juste pour éviter que la maison ne soit saisie par la banque. À l'époque, je portais ce silence comme une punition. Je pensais l'avoir trahi. Mais petit à petit, un match de basket, une égratignure au genou, une nuit de larmes sur le sol de la cuisine plus tard, il est revenu. Nous avons retrouvé le chemin l'un de l'autre. Et c'est ce qu'Amanda ne comprendra jamais. Elle voit le présent. Les aspects soignés. Le David adulte avec un emploi stable et un sourire discret. Elle n'a pas vu le garçon qui s'est accroché à moi comme une bouée de sauvetage après le dernier souffle de son père. Elle n'était pas assise à nos côtés pendant la thérapie de deuil. Elle n'a pas attendu devant l'arrêt de bus dans le froid glacial parce que je n'avais pas de voiture et que je ne pouvais pas me permettre de manquer le travail. Elle voit l'homme que j'ai construit. Mais elle ne me voit pas. La semaine précédant la date prévue de l'accouchement d'Amanda, j'ai reçu un appel de l'hôpital. Pas de David. Ni de personne de la famille. Mais d'une infirmière. Est-ce Madame Gloria Gaines? A-t-elle demandé. Oui, ai-je répondu, surprise. J'appelle du centre médical Merci Hill. Votre nom et votre numéro étaient indiqués comme contact d'urgence pour Amanda Gaines. J'en ai eu le souffle coupé. Tout va bien. Rien d'inquiétant pour le moment, dit-elle rapidement. Amanda a été admise tôt ce matin avec des contractions. Elle est en phase de préaccouchement et nous surveillons la situation de près. Je voulais juste vous prévenir au cas où ses proches ne seraient pas joignables. Je l'ai remercié et j'ai raccroché lentement, les yeux rivés au mur. Ils m'ont indiqué comme contact d'urgence? Mes mains tremblaient légèrement en m'asseyant. Pourquoi? Pourquoi m'avoir indiqué si Amanda ne voulait rien avoir à faire avec moi? Était-ce une erreur? Où était-ce David, essayant discrètement de maintenir un lien entre nous même s'il ne pouvait pas le dire à voix haute? Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. À la place, j'ai fait bouillir de l'eau pour du thé que je n'ai jamais bu. J'ai sorti les 2 couvertures pour bébé et les ai posées à plat sur la table à manger. Sur l'une, le nom d'Amanda était brodé dans un coin. Sur l'autre, on pouvait simplement lire « Bébé Gaines ». J'ai tracé les bords du bout des doigts et imaginé le petit corps qui serait enveloppé. Le bébé aurait-il les yeux de David? Ses fossettes? Son petit nez têtu? Lui parlerait-on de moi? Serais-je une note de bas de page dans les histoires? Ou serais-je tout simplement effacée? Le lendemain matin, j'ai appelé l'hôpital. J'ai essayé de paraître calme. Bonjour, je m'appelle Gloria Gaines. J'ai reçu un appel hier. Ma belle-fille Amanda a été admise pour le travail, et j'étais dans la liste des contacts. Je voulais juste vérifier si tout allait bien. Il y eut un silence. Un instant, dit la réceptionniste. J'attendis. Je comptais mes battements de cœur. Je regardais le soleil glisser sur le linoléum. Puis, elle a accouché tôt ce matin. Une petite fille en pleine forme. 3,8 kg. Une fille. Je souris doucement. Merci. Savez-vous si les visites sont autorisées? Je ne vois pas votre nom sur la liste des visites autorisées, répondit doucement la réceptionniste. On dirait que la famille a demandé des visites limitées pour le moment. J'acquiesçai lentement, même si elle ne pouvait pas me voir. Bien sûr. Merci de me l'avoir dit. Je raccrochai.
Laisser le silence s'installer à nouveau. Et puis je murmurai à voix haute, sans que personne ne sache, « Bienvenue au monde, ma chérie ». Je n'essayais pas de me rendre à l'hôpital. Je n'insistais pas. Je n'appelais pas David. On me l'avait dit une fois, je n'étais pas la bienvenue. Je n'ai pas eu besoin de l'entendre 2 fois. Mais j'ai enveloppé la deuxième couverture, celle de l'hôpital, dans du papier de soie. J'ai écrit un mot. À ma petite fille. Tu es plus aimée que tu ne le sauras jamais. Je l'ai fait avant de te rencontrer, mais chaque point porte mes prières. Que tu sois toujours au chaud, même quand le monde est froid. Amitié. Grand-mère. Je l'ai laissé à la réception de leur immeuble le lendemain matin au portier, qui m'a fait un léger signe de tête. Je veillerai à ce qu'ils la reçoivent, a-t-il dit. Merci, ai-je répondu. Puis je suis retournée à ma voiture, me suis assise au volant et j'ai laissé passer ce moment. Pas de grandes déclarations. Pas de confrontation. Juste de l'amour, délivré discrètement. Quelques jours ont passé. Pas de texto. Pas de mots. Pas de remerciements. Je ne m'attendais pas à un. Mais un soir, tard, mon téléphone a vibré sur la table de nuit. C'était un message d'un numéro inconnu. Pas de mots. Juste une photo. Un tout petit bébé, endormi dans un berceau d'hôpital. Enveloppé dans ma couverture. Du fil rose doux, la broderie Baby Gain apparaissant dans un coin comme un murmure. Mes mains tremblaient. Et puis un deuxième message a suivi. De David. Merci pour la couverture, maman. Elle a l'air paisible dedans. Elle s'appelle Eden. Eden. Je l'ai murmuré à voix haute dans la pièce sombre, comme une prière. Eden. Comme un commencement. Comme quelque chose de précieux que quelqu'un essaie de protéger. J'ai regardé la photo à nouveau. Son nez ressemblait bel et bien à celui de David. Et pour la première fois depuis des semaines, mes larmes n'étaient pas de douleur. Elles étaient d'amour. À vif. Réelles. Silencieuses. Mais toujours là. Toujours palpitantes. Toujours en attente. Après cette photo d'Éden emmitouflée dans ma couverture, les jours passèrent sans un mot. Pas de David. Pas d'Amanda. Juste ce rameau d'olivier silencieux, un fil doux et le visage endormi d'un bébé. Et pour être honnête, j'ai consulté mon téléphone plus de fois que je ne veux l'admettre. Chaque matin, je me réveillais et regardais l'écran comme une adolescente attendant l'appel d'un garçon. Je relisais ce seul message de David. Merci pour la couverture, maman. Cette ligne restait en moi comme une phrase inachevée. Comme une porte que quelqu'un aurait entr'ouverte juste assez pour laisser entrer un peu de lumière. Mais ils ne m'ont pas invité à entrer. Pas encore. Et donc je suis restée là, dans cet espace entre la femme que j'avais été et la mère qu'ils essayaient d'oublier. Le dimanche suivant la naissance d'Éden, j'étais assise au dernier banc de l'église baptiste First Mercy. Je n'y étais pas allée depuis des mois. Depuis que j'avais l'impression que les gens avaient cessé de me regarder dans les yeux. Depuis que les rumeurs sur Amanda et moi avaient commencé à circuler entre les plats mijotés et les poignées de main sur le parking. Mais ce matin-là, quelque chose me disait d'y aller quand même. Le sanctuaire sentait le cirage et les lys frais. La chorale commençait déjà à chauffer lorsque je me suis glissée discrètement dans le même banc que Robert et moi, 3 rangs plus loin, à droite, juste sous le vitrail de la femme au puits. J'adorais ce vitrail. La façon dont la lumière se déversait sur son visage levé, comme de l'eau puisée directement du ciel. Au début du sermon, je me suis laissé envahir par les mots doucement, sans attente. Le pasteur Thompson prêchait sur le fils prodigue. Pas sur le garçon rebelle. Pas sur la célébration à son retour. Mais la partie qui est souvent oubliée. Le père qui attendait. Celui qui restait à la maison. Celui qui se tenait au bord du terrain, jour après jour, espérant, observant, languissant d'apercevoir l'enfant qu'il avait élevé. Celui qui n'arrêtait pas de préparer un couvert. Et soudain, je n'étais plus simplement assis sur un banc. Je me tenais devant la porte d'entrée de ma vie, le cœur brisé, tendant toujours une chaise. Je continuais à dresser l'assiette. Même si personne ne disait qu'il viendrait. Après la messe, je me suis postée près des rosiers devant l'entrée, faisant semblant d'admirer les fleurs pour ne pas avoir à parler à qui que ce soit. Mais bien sûr, quelqu'un m'a remarqué. C'était sœur Evelyne. 82 ans, vive comme toujours, avec un rouge à lèvres toujours impeccable et une canne qu'elle utilisait plus comme un accessoire que comme une nécessité. Elle s'est approchée de moi et m'a dit, « On dirait une femme qui essaie de ne pas pleurer. » J'ai ri doucement. « C'est si évident. » Elle a hoché la tête. «
Seulement pour les femmes qui l'ont fait. Puis elle a fouillé dans son sac à main, en a sorti un petit bloc-notes, en a déchiré une feuille et me l'a tendue. De sa main, elle avait écrit une citation. Quand les racines sont profondes, il n'y a aucune raison de craindre le vent. J'ai dégluti difficilement. C'est pour la tempête à laquelle on fait face, a-t-elle dit. Parfois, le vent veut juste voir de quoi on est fait. J'ai hoché la tête, incapable de dire merci sans avoir la voix brisée. Plus tard dans la semaine, je suis entrée dans la chambre d'Eden pour la première fois. Je dis sa chambre, mais en réalité, c'était la chambre d'amis que je n'avais jamais touchée après le départ de David. Il y avait toujours les mêmes posters, les mêmes livres sur l'étagère, les mêmes marques de crayons sur le mur mesurant sa taille année après année. Mais ce matin-là, j'ai ouvert la fenêtre, laissé entrer la lumière et commencé à nettoyer. J'ai épousseté les étagères. J'ai rangé les souvenirs. J'ai étendu la deuxième couverture de bébé sur le couvre-lit. Et à côté, j'ai placé un petit panier dans lequel j'avais rassemblé des choses. Des livres d'histoire légèrement usagés, un hochet, la brosse à manches en nacre qui avait appartenu à ma mère. Ce n'était pas une chambre d'enfant. Je le savais. Mais c'était un début. Un endroit douillet. Si jamais il décidait qu'Eden en avait besoin ici. 3 semaines passèrent. Je n'ai pas tendu la main. Je n'ai pas demandé. J'ai juste attendu. Pas avec amertume. Même plus avec désespoir. Juste un amour calme et constant. Le genre d'amour qui attend sans garantie. Puis, un mardi pluvieux, la sonnette retentit. Je n'attendais personne. J'étais dans la cuisine en train de plier le linge et d'écouter la radio. Quand j'ai ouvert la porte, elle était là. Amanda. Cheveux tirés en arrière, pas de maquillage, soutien-gorge d'allaitement à peine caché sous son sweat à capuche. Et dans ses bras, Eden. Enveloppée de nouveau dans ma couverture. Elle ne dit rien au début. Elle resta plantée là, les yeux rivés sur les miens, puis sur le sol. Je ne savais pas où aller, dit-elle finalement. Je ne demandais pas pourquoi. Je n'en avais pas besoin. Je m'écartai et dis, entrez. Elle s'assit dans le salon, Eden blottit contre son épaule, déjà endormie. Je lui fis du thé sans rien demander. Je lui apportai une tasse. Je m'assis en face d'elle. Et pendant un long moment, nous restâmes assises là. À écouter la pluie. À laisser le silence s'installer. Puis, d'une voix si faible qu'elle faillit me briser, Amanda dit, « Je ne sais pas comment être douée pour ça. » Elle baissa les yeux vers le bébé. Je pensais que je me sentirais prête. Que ça viendrait naturellement. Mais j'ai tout le temps peur. J'ai hoché la tête lentement. Moi aussi. Elle a levé les yeux. Ses yeux brillaient d'une lueur fragile. J'étais en colère contre toi, a-t-elle murmuré. J'avais l'impression que tu me jugeais. Comme si tu ne me faisais pas confiance avec ton fils. Avec ce bébé. J'ai dégluti. Je te faisais confiance plus que tu ne le sauras jamais. C'est pourquoi j'ai reculé. Mais j'aurais peut-être dû m'avancer. Elle m'a regardé, et pour la première fois, il n'y avait pas de tension. Juste de l'épuisement. Et de la vulnérabilité. Et comme une trêve. Tu veux la tenir dans tes bras? A-t-elle demandé. Les larmes ont coulé avant que je puisse les retenir. J'ai hoché la tête. Elle a délicatement déposé Eden dans mes bras. Et c'est ainsi que j'ai rencontré ma petite fille pour la première fois. Elle était chaleureuse. Douce. Son souffle était calme contre ma poitrine. Elle sentait le lait, le talc et quelque chose de sacré. Je me balançais lentement, sans dire un mot. Parce que rien n'avait besoin d'être dit. Elle était là. J'étais là. Et les racines, elles étaient profondes. Assez profondes pour nous soutenir, quelle que soit la tempête qui allait suivre. Cet après-midi-là, tenant Eden dans mes bras, j'ai senti quelque chose changer en moi. Ce n'était pas exactement de la joie. C'était quelque chose de plus ancien que la joie. Quelque chose de plus stable. Comme un retour. Un retour à moi-même. Un rôle que j'avais presque abandonné. Aimer, oui. Mais aussi retrouver ma place. J'avais été exclue si longtemps que j'avais commencé à croire que la porte était fermée. Mais elle était là, Amanda, assise sur mon canapé, me demandant comment apaiser un bébé agité. Me disant qu'elle n'avait pas fait ses nuits depuis 8 jours. Me laissant la voir sans son armure. Et je me suis dit, c'est peut-être le tournant. C'est peut-être ici que nous reconstruirons. Amanda est restée 2 heures ce jour-là. On n'a pas beaucoup parlé. Juste assez. Je lui ai préparé du thé.
Je lui ai montré comment emmailloter Eden un peu plus serré pour que ses bras ne s'agitent pas pendant son sommeil. Je lui ai raconté comment David avait le hoquet chaque fois qu'il buvait du lait trop vite. Elle a ri, juste une fois, quand je l'ai dit. Et quand elle est partie, elle m'a serré dans ses bras. Une petite, brève étreinte. Plutôt une accolade. Mais c'est quand même arrivé. Et je me suis laissé croire, pour la première fois depuis des mois, que ce mur entre nous pourrait peut-être s'effondrer brique par brique. 2 jours plus tard, David a appelé. C'était presque l'heure du dîner. « Dis donc, maman », a-t-il dit, nonchalamment mais prudemment. J'ai souri, même si mon cœur était encore meurtri. « Salut, bébé. » J'ai entendu dire qu'Amanda était passée. « Elle est passée, dis-je. C'était une bonne visite. » Il hésita. « C'est super. Vraiment. » Quelque chose dans son ton me fit réfléchir. « Tout va bien. » Il s'éclaircit la gorge. « Oui. Je voulais juste te remercier. De ton aide. De ne pas avoir insisté. » J'acquiesçai lentement. « David, je suis ta mère. J'ai toujours été là. » « Je sais, dit-il, la voix légèrement éraillée. Ce soir-là, je mis un couvert supplémentaire à table. Au cas où. Mais la trahison suivante se fit discrète. Comme toujours. Quelques jours plus tard, j'étais au marché du coin, en train d'acheter des patates douces et des petits pois surgelés, quand je tombai sur Martha Charles, une femme de l'église qui connaissait tout et tout le monde. « Oh, Gloria, dit-elle, toute joyeuse et enjouée. Je voulais te féliciter pour ton petit enfant. Tu dois être tellement impatiente pour le baptême ce dimanche. » J'ai cligné des yeux. Le baptême. Elle a souri plus largement. Oui, à l'église presbytérienne où va la famille d'Amanda. Un grand événement. J'ai entendu dire qu'ils avaient réservé la salle commune et tout. La chorale de ma nièce chante. Je me suis serré les mains autour de la poignée du chariot. Tu as dit ce dimanche. Elle a hoché la tête. Ils ne te l'ont pas dit? Je pensais que tu serais au premier rang. J'ai souri, mais mon estomac s'est retourné. Ils ont dû oublier de le mentionner, ai-je dit. Oh, je suis sûre que c'est juste un oubli, a-t-elle dit, mais ses yeux ont cligné. Elle savait. Elle avait cette expression que les femmes ont lorsqu'elles sont témoins d'une petite cruauté et ne veulent pas le dire à voix haute. Je l'ai remerciée, j'ai fini mes courses et je suis rentrée chez moi en silence. Je n'ai pas appelé David. Je n'ai pas appelé Amanda. Ce soir-là, j'étais assise dans ma cuisine, pliant des serviettes inutiles, et j'essayais de comprendre comment on pouvait partager la photo d'un bébé dans ma couverture, me laisser la tenir, pleurer dans mon salon, et ensuite organiser un baptême complet dans mon dos. Et ne rien dire. J'imaginais le rassemblement. Des rangées de la famille d'Amanda. Ses sœurs de sororité. Le groupe de femmes de sa mère. Serait-elle vêtue de blanc? Amanda se tiendrait-elle devant l'autel, souriant paisiblement, parlant comme si elle avait créé cet enfant à la perfection, sans histoire, sans racines? Parlerait-elle du père de David? Ou de moi? Mon nom serait-il murmuré? Ou serait-il effacé comme une faute de frappe? Ce dimanche-là, je ne suis pas allé à l'église. Je ne suis allé nulle part. J'étais assis à ma fenêtre, emmitouflé dans mon vieux cardigan, à regarder les voitures passer. Quelque part à l'autre bout de la ville, on tenait Eden à la lumière. La dédiant. La célébrant. L'entourant de prières que j'avais priées seule dans le noir, des mois avant que quiconque ne la veuille. J'ai fait bouillir de l'eau pour le thé. Je l'ai laissé reposer trop longtemps dans la théière. La pièce était silencieuse. Et pour la première fois depuis des semaines, j'ai laissé la douleur s'installer pleinement. Pas sous forme de colère. Pas sous forme d'indignation. Juste, une confirmation. De ce que j'avais toujours craint. Que pour Amanda, je ne ferais jamais partie de l'histoire. À moins de forcer l'entrée. Et j'en avais assez de forcer. Ce soir-là, j'ai ouvert un tiroir que je n'avais pas touché depuis des années. À l'intérieur se trouvait une enveloppe étiquetée « David en cas d'urgence ». Je l'avais écrite lors d'une opération à l'hôpital il y a près de 7 ans. Elle contenait mon testament, une copie de l'acte de propriété et la lettre que je lui avais écrite au cas où je ne me réveillerais pas. J'ai sorti l'enveloppe, déchiré la lettre en deux et en ai écrit une nouvelle. Toujours calme. Toujours aimant. Mais cette fois, clair. Cher David. J'ai toujours essayé de te donner tout ce que j'avais. Amour. Sécurité. Nourriture. Liberté. Même le silence, quand tu avais l'impression que c'était ce dont tu avais le plus besoin.
Mais je veux que tu saches une chose maintenant. Se taire n'est pas être invisible. J'aimerai toujours Eden. Rien ne pourra changer cela. Mais je ne supplierai plus pour une place à ta table. J'ai construit trop de tables dans ma vie pour m'asseoir à côté d'une seule où je ne suis pas la bienvenue. Si jamais tu décides qu'elle devrait me connaître moi tout entier, je serai là. Mes bras sont toujours ouverts. Mais je ne frapperai plus. Avec tout mon amour. Maman. J'ai plié la lettre. Je l'ai mise dans une nouvelle enveloppe. Et je l'ai rangée. Non pas par amertume. Mais par paix. De cette paix qui vient quand une femme réalise enfin qu'elle n'a plus à courir après ce qu'elle a déjà gagné. Je n'ai pas pleuré après avoir écrit cette lettre. Je ne l'ai pas déchirée dans un accès de rage ni jetée au feu comme dans une scène de cinéma. Je l'ai simplement pliée. Je l'ai mis dans la nouvelle enveloppe. Et je l'ai rangée dans le tiroir. Parce qu'il y a des mots qu'on écrit non pas pour être lus, mais juste pour être dits. Même si c'est seulement pour soi-même. La semaine suivant le baptême d'Eden, j'ai reçu un colis. Il est arrivé un mardi. Pas d'adresse de retour. Juste une boîte bleu pâle avec un ruban rose, déposée sur le pas de ma porte par le facteur. L'espace d'un instant, j'ai cru que c'était peut-être une offrande de paix. Un petit geste. Une carte disant « On voulait vous inviter » ou « Désolé, on a oublié ». Mais en l'ouvrant, j'ai vu ce que c'était vraiment. À l'intérieur se trouvait la couverture pour bébé crocheté que j'avais confectionnée. Pliée parfaitement. Toujours propre. Toujours douce. Toujours à moi. Il n'y avait aucun mot. Pas d'explication. Juste le silence, fourré dans du carton et du ruban. Mes mains tremblaient en la sortant de la boîte. Et pour la première fois depuis la naissance d'Eden, je ne ressentais rien. Pas de douleur. Pas de rage. Juste un calme profond et frais. Comme si une porte s'était refermée doucement derrière moi. Et j'ai réalisé que j'en avais fini avec la mendicité. J'ai lavé la couverture délicatement. Je l'ai séchée au soleil. Je l'ai pliée et déposée dans le coffre en cèdre au pied de mon lit, à côté du pull que Robert portait le dimanche matin et de l'album photo que je n'avais pas ouvert depuis des années. Puis j'ai refermé le couvercle. Pas de deuil. Mais d'acceptation. Parce qu'on peut aimer quelqu'un. Et décider de cesser de souffrir en son nom. Le dimanche suivant, je suis passé devant l'église et j'ai continué mon chemin. Au lieu de cela, je suis allé à la librairie. Je me suis acheté un nouveau journal et un roman relié d'une femme que j'avais toujours rêvé de lire. Je me suis assis au café près de la fenêtre, j'ai commandé un scone aux myrtilles et un grand café noir, sans même consulter mon téléphone. La serveuse était une jeune fille aux yeux verts, un foulard coloré noué dans ses boucles. Lorsqu'elle m'a apporté ma boisson, elle a souri et m'a dit « J'espère que vous passez une belle journée ». Et je lui ai souri en retour et lui ai dit « Je le suis, vraiment. Merci. » Parce que je l'étais. Pas comme je l'espérais, pas avec un bébé dans les bras ou mon fils à mes côtés. Mais comme une femme se sent lorsqu'elle se choisit enfin. Au cours des semaines suivantes, j'ai commencé à vider la maison. Pas de façon spectaculaire. Juste lentement. Un tiroir à la fois. La chaise haute supplémentaire que j'avais achetée, au cas où, je l'ai donnée au refuge pour femmes. Les jouets non ouverts que je collectionnais, je les ai donnés à la salle de lecture de la bibliothèque. Le matelas supplémentaire du lit bébé? Je l'ai laissé dehors avec un mot, libre pour un bon foyer. Je ne punissais personne. Je faisais de la place. Parce que j'avais rempli ma vie de tant de « peut-être » et de « et si », qu'il n'y avait plus de place pour ce qui était. Et c'était ça. J'étais une femme de 67 ans avec une pension stable, une petite mais jolie maison, et un moral meurtri, certes, mais jamais brisé. Puis, un après-midi, j'ai reçu un message vocal. C'était David. Salut, maman. J'espère que tu vas bien. Amanda a été, enfin, peu importe. Écoute, je voulais juste te remercier encore pour tout. Et Eden grandit tellement. Elle a tes yeux, je crois. Bref, j'espère qu'on pourra se revoir bientôt. D'accord. Au revoir. Je n'ai pas rappelé. Pas par méchanceté. Mais parce que je ne voulais pas devenir une arrière-pensée vers laquelle les gens se tournaient quand ça les arrangeait. Je n'étais pas le double des clés sous le paillasson. J'étais la fondation. Et s'ils ne s'en souvenaient pas, je n'allais plus le leur rappeler. Ce soir-là, je me suis assise dehors sur la véranda, à regarder le coucher de soleil se fondre à l'horizon. L'air embaumait la lavande du buisson que Robert avait planté 15 ans auparavant.
Je tenais ma tasse de thé à deux mains et laissais le silence s'installer autour de moi. C'était le genre de silence qui autrefois provoquait une sensation de solitude. Mais maintenant, il me semblait mériter. Pas le silence d'être mise à l'écart. Le silence parce que j'avais arrêté de courir après le bruit qui ne voulait pas de moi. J'ai commencé à planifier un voyage le lendemain matin. Un petit voyage. 3 jours. Rien d'extraordinaire. Il y avait un petit cottage sur la côte dont je rêvais. Calme. Isolé. On y servait du pain chaud tous les matins et des hamacs étaient installés sous les eucalyptus. Pendant des années, je me suis dit que j'irais quand les choses se calmeraient. Quand David aurait moins besoin de moi. Quand il n'y aurait pas d'anniversaire, de baby shower, de fête familiale qui nécessiterait ma présence. Maintenant, j'y voyais clair. Ces événements étaient passés. Et personne ne m'attendait. Alors j'allais m'attendre. Me faire plaisir. Revenir à moi-même. Ce soir-là, j'ai fait ma petite valise. Une robe pour le dîner. Un livre pour la véranda. Et une photo de David à 5 ans, tenant un avion miniature avec de la confiture sur le menton. Non pas pour me culpabiliser. Mais pour me rappeler que j'avais élevé quelqu'un de beau. Et que, qu'il me revienne pleinement ou non, j'avais fait ma part. Cette partie de l'histoire ne se termine pas par une porte claquée. Ni par une confrontation. Ni par une assiette cassée. Elle se termine avec moi, assise dans un train le lendemain matin, regardant les arbres défiler flous, sentant le rythme de la voix sous moi comme un battement de cœur. À moi. Toujours là. Toujours forte. Choisissant toujours la paix. Et quelque part, au loin, un enfant nommé Eden grandit. Elle ne me connaît pas encore. Mais un jour, peut-être le fera-t-elle. Peut-être trouvera-t-elle une vieille couverture dans un coffre en cèdre. Ou une lettre dans un tiroir. Ou entendra-t-elle l'histoire d'une femme qui l'aimait avant même qu'elle ne rende son premier souffle. Et peut-être, qu'elle viendra me voir. Et alors, elle me trouvera entière. Sans attendre. Sans pleurer. Mais prête. J'ai passé 3 jours dans ce petit cottage côtier. 3 jours sans que personne ne me demande quoi que ce soit. 3 jours sans jeter un coup d'œil à mon téléphone toutes les heures, espérant un message qui arrangerait les choses. Je me suis réveillée avec le soleil. J'ai marché pieds nus le long de la plage et j'ai laissé le vent démêler les nœuds que je portais sans même me rendre compte. Je buvais du chocolat chaud sur la véranda chaque soir, lisant des livres dont j'ignorais la fin. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme la mère oubliée de quelqu'un. Je me sentais, moi-même. Le jour de mon retour, la maison semblait différente. Toujours calme, toujours familière, mais plus légère. Et c'est peut-être pour cela que j'ai immédiatement remarqué l'enveloppe. Elle était glissée sous la porte. Couleur crème. Sans timbre. Juste un mot écrit d'une écriture précipitée. Maman. Je me suis assise sur le canapé avant de l'ouvrir. Parce que je savais déjà ce que c'était. J'ai déplié la page lentement. Maman. Je sais que j'aurais dû appeler. Ou te rendre visite. Ou faire 1000 choses différemment. J'ai beaucoup réfléchi depuis le baptême. Au choix que j'ai fait. À ce qu'Amanda et moi avons fait ou omis de faire. La vérité, c'est que, tu me manques. Je ne sais pas comment nous avons pu nous égarer à ce point. Je crois que j'essayais tellement de protéger ce que j'avais que j'ai oublié qui m'avait tout donné au départ. Je sais que je t'ai laissé tomber. Je ne peux pas revenir en arrière. Mais je voulais te dire que je suis désolée. Amanda et moi, nous traversons une période difficile en ce moment. Elle est fatiguée. Je suis fatiguée. Nous avons toutes les deux peur. Je crois que nous avons essayé de fonder une famille sans comprendre ce que cela signifiait vraiment. Je ne te demande rien. Juste. Je voulais que tu saches que tu n'es pas invisible pour moi. Plus maintenant. Avec affection. David. Je me suis assise, la lettre sur mes genoux, passant mon doigt sur le pli comme si elle contenait une réponse. Et pendant un instant, je me suis imaginée en train de prendre le téléphone. L'appeler. Dire. Viens. Préparer son ragoût préféré. Mettre 2 couverts à table. Recommencer. Mais quelque chose en moi, quelque chose de fraîchement ancré, me disait d'attendre. Pas par punition. Pas par fierté. Mais parce que je commençais tout juste à me réapproprier quelque chose que j'avais abandonné depuis longtemps. Mon centre. Et j'avais besoin d'y être pleinement avant d'inviter qui que ce soit d'autre. Alors, au lieu d'appeler, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert mon vieux carnet de recettes.
Celui avec des traces de farine dans les coins et des notes griffonnées au crayon à côté des ingrédients. J'ai opté pour le plat préféré de David. Un ragoût de poulet à la cannelle avec des patates douces glacées au miel. Et je l'ai préparé. Pour moi. Non pas parce qu'il venait. Non pas parce qu'on me l'avait demandé. Mais parce que cela me rappelait qui j'étais. Une femme qui créait de la chaleur avec ce qui restait du garde-manger. Une femme qui savait comment transformer les restes en morceaux. J'ai allumé une bougie. Je me suis assise à table. Et j'ai récité le Bénédicité à voix haute, comme avant. Merci pour le repas. Pour le souffle. Pour la chance de recommencer, même si personne d'autre ne le remarque. Le lendemain matin, j'ai sorti l'enveloppe intitulée « David en cas d'urgence ». Cette fois, je l'ai ouverte non pas par tristesse, mais par certitude. J'ai sorti les documents légaux, l'acte de propriété, le Vieux Testament et j'ai commencé à faire des changements. Le testament ne contenait plus de vagues références à « mes enfants et leurs descendants ». Je l'ai réécrit clairement. À Eden, ma petite fille, si et quand elle choisira de me connaître un jour, je lègue cette maison, ce jardin et toutes les histoires gravées sur ses murs. Puisse-t-elle être un lieu de chaleur, pas d'héritage. De sécurité, pas de silence. Et puis j'ai ajouté une clause. Une clause stipulant que mes biens seraient détenus en fiducie et accessibles uniquement si Eden elle-même venait à moi de son plein gré avant son 18e anniversaire. Pas d'avocat. Pas d'engagement. Juste une présence. Une visite. Une étreinte. Un signe que je n'avais pas été effacé. Ce n'était pas une vengeance. C'était de l'espoir, sous condition. Parce que je l'avais appris à mes dépens. L'amour n'est pas une obligation. C'est une venue. Lorsque j'ai apporté les nouveaux documents à mon avocat, il a haussé un sourcil. « Tu es sûre de toi, Gloria ?» « Je le suis, dis-je doucement. »« Ce n'est qu'un bébé, répondit-il. »« Elle ne le sera pas éternellement, dis-je. » Ce soir-là, j'étais assise sur ma véranda, l'enveloppe fraîchement signée posée sur la table à côté de moi. Et je regardais le jardin. Les roses avaient refleuri. La deuxième floraison, tardive et inattendue, toujours plus douce, mais tout aussi belle. C'est ce que je ressentais. Pas oublié. Pas raté. Juste, plus tard. Et toujours en fleurs. 2 semaines passèrent. Pas d'appel. Pas de visite. Quel silence. Mais cette fois, ça ne me fit pas mal. Cela confirma simplement que ma décision de prendre du recul était non seulement sage, mais nécessaire. Parce que le silence, quand on a l'habitude de supplier pour le son, finit par devenir la paix. J'ai appris par sœur Evelyne, car les nouvelles dans les petites villes voyagent comme le souffle sur le verre, qu'Amanda était retournée au travail plus tôt que prévu. Elle était pâle, dit Evelyne un dimanche après la messe, en s'éventant doucement avec le bulletin. Fatiguée. Comme quelqu'un qui fait semblant de ne pas se noyer. J'ai hoché la tête sans rien dire. Je connaissais ce regard. Je l'avais déjà porté une fois, quand David avait 3 ans et que Robert faisait des doubles gardes, et que je n'avais pas dormi plus de 2 heures d'affilée pendant des semaines. Mais je me souvenais aussi de ce qui m'avait aidé à traverser cette période. Pas la perfection. Pas le jugement. La présence. David a recommencé à laisser des notes vocales. Pas tous les jours. Mais assez souvent pour que je sache que quelque chose se tramait. Dis donc, maman. Eden fait ses dents. Amanda ne dort pas. Le pédiatre a recommandé un spécialiste, mais l'assurance ne prend pas en charge. Je repense sans cesse à la chanson que tu me chantais avant de me coucher. Celle avec les étoiles et la fenêtre. J'ai essayé avec Eden, mais j'ai oublié les paroles. Je sais qu'on n'a pas été à la hauteur. Je sais qu'Amanda est compliquée. Mais tu me manques. Chaque message se terminait de la même façon. Bref. Je voulais juste que tu saches que je pense à toi. Je n'ai jamais répondu. Parce que ce que je voulais, ce que je méritais, n'était pas un amas de culpabilité. C'était une place à table. Un nom prononcé avec amour, sans obligation. Et en attendant, je resterai là où j'étais. Pas à attendre. Juste être. Un après-midi, j'étais à l'épicerie à l'Essette, à comparer des huiles d'olive quand j'ai entendu une voix derrière moi. Gloria. Je me suis retournée. C'était la mère d'Amanda. Sandra. Impeccablement habillée, comme toujours. Boucles d'oreilles en perles. Ongles manucurés. Rouge à lèvres couleur sans sécher. Bonjour, dis-je, aussi neutre qu'un lac avant la tempête. Elle me fit un sourire crispé. J'ai entendu dire que tu prenais un peu de distance.
Je haussai un sourcil. Je ne savais pas qu'il était suivi. Elle rit, mais son regard ne s'adoucit pas. David a mentionné que tu étais distante. Amanda a eu du mal à s'adapter. Je ne répondis pas. Elle continua. Tu sais, être une jeune maman, c'est accablant. Tout le monde ne gère pas le stress de la même façon. J'acquiesçai. Je suis d'accord. Mais être dépassé n'excuse pas la cruauté. Cela effaça son sourire. L'espace d'un instant, elle sembla vouloir répondre. Puis elle ajusta la bandoulière de son sac à main et dit. Eh bien, les familles sont compliquées. Mais on fait ce qu'on peut. Oui, dis-je. On fait ce qu'on peut. Et je m'éloignai sans me retourner. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Il arrive un moment où l'on cesse de lutter pour être aimé correctement et où l'on choisit de s'aimer pleinement. Le lendemain matin, une carte est arrivée. Une simple enveloppe. Pas d'écriture manuscrite cette fois, juste mon nom imprimé à la machine. À l'intérieur, il y avait une invitation. Le premier anniversaire d'Eden. Au recto, une photo d'elle portant une petite couronne rose, le glaçage étalé sur ses joues. Au verso, les détails étaient indiqués, dimanche après-midi. La maison des parents d'Amanda. Gâteau, musique, jeux. Et puis, tout en bas, en petits caractères. Veuillez confirmer votre présence à Amanda. C'est tout ce qui était écrit. Pas de « Nous espérons que vous viendrez ». Pas de « Nous serions ravis de vous voir ». Juste, des instructions. Cela ressemblait moins à un geste de réconciliation qu'à une simple mise en demeure. Mais j'ai longuement fixé cette photo. Pas à Amanda. Pas à David. À Eden. Ses yeux sombres et entendus. Les miens. Et j'ai réalisé que ce n'était plus à leur sujet. Je n'ai pas répondu. Mais je n'ai pas jeté la carte non plus. Je l'ai placée dans le coffre en cèdre, à côté de la couverture et du journal, et j'ai refermé délicatement le couvercle. Parce que j'avais déjà écrit ma réponse dans chacune de mes actions ces dernières semaines. J'étais là. Entière. Aimante. Mais je n'allais pas entrer dans une pièce où ma présence était encore considérée comme facultative. Au lieu de cela, j'ai passé l'anniversaire d'Eden dans mon jardin. J'ai porté mon chapeau de paille à large bord, taillé les rosiers et fredonné la berceuse dont David avait oublié les paroles. Lumière d'étoiles, éclat d'étoiles, ne veux-tu pas briller dans la nuit d'Eden? J'ai fait un gâteau à la vanille. J'ai écrit son nom dessus avec du glaçage. Et j'ai allumé une seule bougie. Puis j'ai murmuré au vent. Joyeux anniversaire, ma chérie. Je serai là quand tu seras prête à venir me trouver. Et j'ai soufflé la bougie. Seule. Mais jamais seule. Parce qu'il y a une force particulière chez la femme qui choisit d'aimer sans être choisie en premier. Et je n'avais plus peur d'être oubliée. Je m'étais souvenu de moi. Et c'était suffisant. Une semaine après l'anniversaire d'Eden, j'ai reçu une lettre. Pas un message vocal. Pas une invitation froide. Une lettre manuscrite, l'encre légèrement tachée dans un coin, comme si quelqu'un avait essuyé une larme ou hésité en écrivant. C'était de David. Maman. Je ne sais pas comment commencer, si ce n'est pour dire, tu nous as manqué. Eden t'a cherché. Je sais qu'elle ne comprend pas encore, mais elle n'arrêtait pas de tendre la main vers la porte comme si elle attendait que quelqu'un d'autre entre. Amanda l'a remarqué aussi, même si elle n'a pas dit grand-chose. Je ne suis pas fière de la tournure des événements. J'ai laissé Amanda mener le navire, même lorsqu'il s'éloignait de notre seule véritable ancre. Je le vois maintenant. Je vois tout ce que tu as fait pour moi, combien tu as essayé de garder ton cœur ouvert, même quand on se comportait comme si tu n'étais qu'un « extra ». Je suis désolée. Je ne sais pas ce qui va suivre, ni comment tout arranger. Mais je sais que je veux qu'Eden te connaisse. Pas seulement en histoire ou en photo. Je veux qu'elle ressente ta chaleur, ta stabilité, comme je le ressentais quand j'étais petite et effrayée et que tu fredonnais cette chanson sur les étoiles. Si tu veux, j'aimerais venir te rendre visite. Juste moi et Eden. Discrètement. Sans fanfare. Sans excuses répétées. Juste de la présence. Amitié. David. Je suis resté longtemps assis avec cette lettre. Mon regard s'est attardé sur le mot encre. Parce que j'avais passé tant d'années à me sentir comme du bois flotté, flottant aux confins de leur vie, frappant doucement sur les rives, espérant que quelqu'un me tende la main. Mais peut-être avais-je été le rivage depuis le début. Je ne me suis pas précipité pour répondre. Au lieu de cela, j'ai nettoyé la chambre d'amis.
Laver la couette sous laquelle David dormait pendant les vacances d'été. Acheter des fleurs fraîches pour la cuisine. Et préparer une petite fournée de brioches à la cannelle, non pas parce que je m'attendais à ce qu'ils viennent ce jour-là, mais parce que l'acte de les préparer ressemblait à une ouverture. Une douce clairière dans la forêt. Le lendemain matin, il est arrivé. Pas de coup, juste une voix douce à la porte moustiquaire. « Maman !» Je me suis retournée, m'essuyant les mains sur un torchon, et il était là. Pluvieux. Fatigué. Mais adouci. Et dans ses bras, Eden. Vêtue d'une robe jaune à petites marguerites et les cheveux bouclés aux pointes, comme les miens quand j'étais petite. Elle me regarda sans crainte. Sans hésitation. Et sourit. Je ne pleurais pas. Je ne parlais pas. J'ouvris simplement la porte et m'écartai. Et David entra comme quelqu'un qui rentre chez lui après une longue tempête. Il me tendit Eden, lentement. Elle tendit les deux mains vers mon visage, les yeux écarquillés, comme si elle mémorisait quelque chose de familier qu'on ne lui avait jamais dit. Et voilà, nous étions là. Pas de discours. Pas d'explication. Juste 3 personnes dans une cuisine baignée de cannelle et de soleil. David était assis tranquillement à table. Eden jouait avec ses doigts sur mes genoux. Et pendant un long moment, nous avons simplement existé. Je lui offris du thé. Il accepta. Je lui offris le silence. Il la respectait. Finalement, il prit la parole. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je me suis juste tellement habituée à la version d'Amanda de la normalité que j'ai arrêté de la remettre en question. J'ai hoché la tête. Veux-tu que je te demande pardon? A-t-il dit doucement. J'y ai réfléchi. Puis j'ai dit, je veux que tu sois sincère, la prochaine fois que tu me verras. C'est tout. Il m'a regardé comme s'il comprenait. Vraiment compris. Eden s'est endormi sur ma poitrine cet après-midi-là. Ses petits souffles doux contre ma clavicule. David nous observait de l'autre côté de la pièce, le regard lointain et plein de larmes. J'avais oublié ce que ça faisait, a-t-il murmuré. Je l'ai bercé doucement, fredonnant la berceuse qu'il avait oubliée. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'ai ressenti aucun manque. Non pas que tout était pardonné. Non pas que tout soit guéri. Mais parce que quelque part, un changement s'était amorcé. Une racine avait trouvé terre. Et cela suffisait. Quand ils partirent plus tard dans la journée, David s'arrêta devant la porte. « Je ne m'attends pas à ce que ce soit réparé, dit-il. Mais peut-être qu'on pourrait construire quelque chose de nouveau. » J'ai hoché la tête une fois. « Brique par brique, murmurai-je. » Il me lança un long regard ni désespéré, ni performatif, juste calme et plein d'espoir. Et puis il dit, « À bientôt, maman. » Après leur départ, je restai un moment à la porte. Retenant l'odeur du shampoing pour bébé et du thé chaud, je compris quelque chose. Ce n'étaient plus les mêmes personnes qui m'avaient rejeté. Et je n'étais plus la même femme qui se tenait sur ce porche des mois plus tôt, tenant un cadeau de naissance qu'on lui avait interdit. J'avais changé. Je m'étais choisie. Et ce faisant, je leur ai laissé l'espace nécessaire pour découvrir qui j'étais vraiment. Pas une nuisance. Pas un fantôme. Mais une femme aux racines plus profondes que leur mémoire courte. Une femme qui n'a jamais cessé d'aimer, qui a simplement cessé de me poursuivre. Je n'ai dit à personne que David était venu me rendre visite. Non pas parce que c'était un secret, mais parce que certaines choses sont trop délicates pour être partagées avec des gens qui n'en comprendraient pas le poids. Ce n'était pas de grandes retrouvailles. Pas de ballons, pas d'excuses en larmes, pas de photos Facebook. Juste un homme tenant son enfant dans ses bras. Et une mère retenant son souffle, jusqu'à ce qu'elle puisse enfin expirer. Dans les semaines qui ont suivi, quelque chose de doux a commencé à prendre racine. David passait une fois par semaine, jamais à l'improviste, jamais pressé. Toujours avec Eden, toujours les yeux un peu plus ouverts qu'avant. Il s'asseyait sur la chaise que Robert affectionnait, sirotant le thé qu'il avait autrefois feint de ne pas aimer, regardant Eden jouer avec ses orteils sur le tapis. Il n'était pas question d'Amanda. Et je n'ai rien demandé. Parce que l'espace entre eux ne m'appartenait pas. J'avais enfin appris la différence entre aimer quelqu'un et essayer de le sauver. Un après-midi, alors que je jardinais, j'entendis une voix douce derrière moi. « Madame Gloria !» Je me retournai. Amanda se tenait devant le portail. Pas habillée. Pas de maquillage. Juste un jean, un pull trop grand pour sa silhouette et un sac allongé en bandoulière. Elle avait l'air humaine. Fatigue. Incertaine. Puis-je entrer? Demanda-t-elle.
Je m'écartai. Elle ne me serra pas dans ses bras. Je ne lui entendis pas. Mais elle me suivit dans le jardin, Eden dans ses bras. L'enfant se tortilla, puis me remarqua et tendit la main comme elle le faisait toujours maintenant. Sans hésitation, sans peur. Amanda la lui tendit. Toujours sans un mot. Juste le vent dans les citronniers et le faible chant des oiseaux au loin. Nous nous assîmes sur le porche. Amanda jouait avec un fil qui dépassait de sa manche. « Je ne suis pas venue pour m'expliquer, » dit-elle doucement. « Je ne m'attendais pas à ce que tu le fasses, » répondis-je. Elle leva alors les yeux vers moi ni avec fierté, ni pour s'excuser. Avec sincérité. « J'avais tort, » dit-elle. « Pas seulement à propos de ce jour-là. À propos de tout. À propos de toi. » J'acquiesçai, laissant ces mots porter leurs fruits sans en adoucir le poids. Je pensais que te tenir à l'écart me donnait le contrôle, admit-elle. Mais je n'ai fait que priver ma fille de quelque chose dont elle aurait pu avoir besoin. Elle marqua une pause. Sa voix se brisa. Elle a besoin de toi. Eden roucoula contre ma poitrine. Chaleureuse. En sécurité. Aimée. J'avais besoin de limites, dis-je. Pas d'un mur. Amanda s'essuya la joue du revers de la main. Je le comprends maintenant. Nous ne ressassâmes pas le passé. Cela ne servait à rien. Mais quelque chose changea. Pas d'un coup. Mais assez. Elle resta prendre le thé. Eden joua dans le jardin. Et quand Amanda partit, elle se retourna vers le portail. « J'espère que tu garderas cette couverture que tu as faite, » dit-elle. « Elle en voudra un jour. » J'acquiesçai. Et pour la première fois depuis cet horrible baby shower, elle sourit. Pas par politesse. Mais quelque chose qui ressemblait un peu à de l'humilité. Ce soir-là, j'ouvris le coffre en cèdre. J'étendis la couverture de bébé sur mes genoux. Je passai mes doigts sur les bords, là où j'avais brodé de minuscules étoiles blanches. Et j'ai ressenti quelque chose de proche de la paix. Le dimanche suivant, David a amené Eden sans Amanda. Il m'a regardé lui donner des tranches de bananes, fredonnant à nouveau cette berceuse. « J'ai lu ton testament », a-t-il dit. Je lui ai jeté un coup d'œil. « Ah bon ? Je suis au courant pour la clause. » Je continuais à fredonner. Il n'avait pas l'air en colère. Juste silencieux. « Merci, » a-t-il dit. « Pourquoi ? » Pour avoir cru qu'elle pourrait te choisir un jour. J'ai souri. Elle l'est déjà. Cet après-midi-là, il m'a laissé Eden pour la première fois. Quelques heures seulement, le temps de faire des courses. Et tandis que le soleil disparaissait derrière la clôture, je me suis assise avec elle dans le rocking chair, le même que j'avais utilisé pour David. Ses petits doigts ont serré les miens. Son souffle chaud sur ma poitrine. Et j'ai murmuré. On a dit à ta grand-mère qu'elle n'était pas la bienvenue. Elle a quand même apporté le cadeau. Je n'avais pas besoin d'une tournée d'excuses. Je n'avais pas besoin d'une scène. Parce que j'avais réécrit l'histoire non par méchanceté, mais par souci de clarté. Je leur avais appris à tous doucement, patiemment à quoi ressemble l'amour quand il se choisit lui-même en premier. Eden a 2 ans maintenant. Elle connaît mon visage. Elle dit « Nana » dans son sommeil. Elle me tend les bras quand elle est malade. Et parfois, quand Amanda vient la chercher, elle s'attarde sur le seuil juste un instant de plus que nécessaire. Non pas parce qu'elle y est obligée, mais parce qu'elle en a envie. Je m'appelle Gloria. Et je ne me montre plus là où je ne suis pas la bienvenue. Mais je laisse les portes ouvertes, au cas où quelqu'un retrouverait le chemin du retour. Parce que pardonner n'est pas une faiblesse. Et la grâce n'est pas l'oubli. C'est la force, habillée de silence. Et je la porte bien. Avant de partir, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de commenter l'endroit d'où vous regardez. Quel est le moment de votre vie où vous avez dû vous choisir, même si cela a été douloureux? Partagez votre histoire. Quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin. Merci d'être là.